Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Voilà l'explication, c'est ça. Voilà, très bien. C'est Michel Boncher que vous venez d'entendre. Okay. Donc bonjour, nouvelle édition du kiosque. Merci d'être avec nous. Bonjour à ceux qui nous regardent depuis Facebook, puisque vous avez la chance d'avoir cette émission en avant-première. Elle passera sur la télévision normale demain vendredi à 20h. Samedi à 18h et dimanche à 10h. Voilà pour les horaires. Sinon, sur Facebook, c'est là, vous pouvez voir quand vous voulez, revoir, transférer, tout ça. Bonsoir Michel, comment ça va? Eh bien, ça va bien, merci. Je sens que cette histoire de gaz te crispe un petit peu. Nous allons essayer de parler de ça tout à l'heure. D'évacuer le gaz. Oui. Non, mais moi, quand il besoin de gaz. Non, je pense que, tout simplement, quand on mène un combat, on passe se tromper de cible, c'est tout. Bon, eh ben on en parle tout à l'heure. Merci beaucoup. Très bien, voilà. Premier confinement, c'est ça, premier confinement du journal de justice, puisqu'on n'a pas... Enfin bon, c'est pas grave. Un quart des Martiniquais indique une dégradation financière. Très bien. José, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Comment te présenter? Je ne peux plus dire le boss de RCI, mais en tout cas, celui qui a mis RCI là où elle est. Je peux dire ça sans me tromper. Je ne sais pas si tu peux dire ça, parce que je te dis ça a toujours été une aventure collective, mais il faut un capitaine sur le bateau, même s'il y a des gens qui rament. J'essaie d'exister tout seul. Oui, j'ai donné ma part en son temps. Très bien, merci beaucoup José Anelka. Charles Chamas, merci, bonjour monsieur le conseiller territorial. Là. Oui. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci de votre invitation, merci aux camarades et puis merci pour l'ambiance et salutations progressistes bien évidemment, puisque représentant, je disais, donc du progressiste. Et cette semaine, il faut le lire pour plusieurs raisons, mais notamment, parce qu'il y a un article de notre président Serge Letchimy qui parle de terrasser l'extrême droite par le haut. D'accord. Pas s'abaisser, donc c'est un numéro à lire. Voilà. Donc on rassure tous ceux qui se posaient des questions. Serge Letchimy est toujours président du progressiste. Hein? Il est président du parti progressiste. Oui, absolument, mais il a d'autres fonctions, ça n'a échappé à personne, il est très occupé. Il est très occupé. Et puisqu'on parle du PPM, comment va Johnny? On n'entend plus parler de Johnny, on n'a pas de ses nouvelles. Je le rencontre qui va marcher sur la route de Didier. Johnny, il fait un petit peu de sport. Oui, tous les soirs. Il est très sportif. Donnez le nom des gens. Je parle de Johnny Ajar. Il y a des gens de Sainte-Marie, de Grand-Rivière, qui ne savent pas qui Johnny c'est. Johnny Ajar est le secrétaire général du Parti progressiste martiniquais. Il est adjoint au maire de Fort-de-France. Alors, tu m'as posé la question. Il est président de la CEMAF-SOAM, etc., etc. Il va bien. On a eu une réunion avec lui lundi. C'était une réunion relative à la future rentrée du parti. Je l'ai trouvé en pleine forme avec des idées qu'il proposait pour l'organisation de cette journée-là. Voilà. Donc il va bien. Bien. Il faut dire que les sommités du PPM ne sont pas parentés avec le président à la CTM. Non, voilà, exactement. Il y en a encore. On a fait moitié-moitié. Moitié-moitié. Mais je ne suis pas une sommité. Tu es au sommet sans être une Non, je ne suis pas au sommet non plus. Alors, est-ce qu'on t'a proposé le poste de porte-parole de la CTM? Alors, ce poste-là est détenu par Mme Dizionimo, qui, en plus d'être talentueuse et intelligente, est aussi très présentable. Donc, on va lui laisser cette fonction. Ah non, c'est une question de présentabilité. Ah non, j'ai dit qu'elle était talentueuse et intelligente. D'accord. Ça d'abord. C'est ce, voilà. Oui, non, mais elle remplit totalement bien la fonction. Alors, je précise que il y a beaucoup d'informations à faire passer et il y a une question d'éléments de langage. Il ne faut pas que tout le monde dise son sentiment, son opinion. Il vaut mieux que ce soit une personne qui fasse passer les informations de manière à ce que nous soyons coordonnés dans l'information. Voilà. Sinon, on a tous la possibilité de s'exprimer sur nos champs de compétences. Et par exemple, moi je t'ai promis un jour de venir te voir sur l'IMFPA, ça sera bientôt le cas, parce que j'attends que le prochain conseil d'administration se passe pour que je puisse venir donner pleinement la mesure de ma prise de fonction et de l'efficacité de cette institution. Donc je risque de me faire taper sous les doigts en disant, est-ce que tu seras bientôt porte-parole? Mais bon, je vais te poser la question de temps en temps alors. Bonsoir Idi Marajo, ça va bien? Bonsoir Mano, ça va bien, très bien. Et toi? Parce qu'on ne te pose pas la question. Toi, comment tu vas? Bof. Voilà. Bon. Ça va, j'arrive encore à tenir. C'est après 5 ans de l'ancienne gouvernance, j'ai tenu tête. Donc,
Il n'a pas entendu la vraie vie. Michel est avec nous. Oui, je suis là. Magaton nous dans l'oreille. D'une oreille seulement. Alors, historial, est-ce que Grégory a... Voilà, merci beaucoup Grégory, puisque la semaine dernière, en avant-première mondiale, comme disait notre ami Balthazar aussi à l'époque, tout nouveau, tout chaud, nous avions eu la première page d'historial. Donc, maintenant qui est dans les kiosques, on peut trouver. Qui est dans les kiosques. Et je tiens à remercier en particulier des gens du Vauclin qui ont attiré mon attention sur la chaudière. Vous connaissez la chaudière? Vous connaissez Pointe-Chaudière, mais surtout vous connaissez la chaudière qui dépasse oui. des récifs. Oui. Et les gens se demandaient ce que c'est que cette chaudière. Ben, on a retrouvé le bateau. Ouais, c'est un bateau. Ouais. C'est un bateau qui a fait la guerre de sécession. C'est dingue, hein? Et c'est un bateau maudit parce que chaque fois que ce bateau prenait la mer, il lui arrivait quelque chose et il a fini sur les récifs en provenance du Brésil. Il venait du Brésil. Il continue à faire des victimes. Hein, oui, il continue. Il y a des gens qui vont le voir et qui meurent noyés. Et si les navigateurs ne font pas attention à ce qui passe là, puisque bon, c'est à fleur d'eau hein, presque. Exact. Donc selon la marée, on ne voit pas ça et on peut péter un bateau dessus facilement. Donc c'est du côté de Sainte-Anne en fait, hein, quand on quitte Sainte-Anne pour remonter vers le Vauclin. Quand on remonte vers le Vauclin, et autour, il y a des dizaines d'épaves. Hein. C'est une côte qui a massacré la flotte entre, on va dire, la presqu'île de la Caravelle et la Table du Diable. Toute cette côte-là, les navires se sont fracassés dessus. Avec un tel nom, Table du Diable, c'est pas mal ça. Voilà, d'accord, donc on a retrouvé, d'accord. C'est l'un des articles. Le historial, alors 4, c'est pas marqué, c'est 4 euros ou c'est... Non, c'est 6 euros. C'est 6 euros, c'est marqué un peu plus haut. 4, c'est la page. Voilà, c'est la page, d'accord, c'est la page, pardon. Vous pouvez essayer de laisser bouillir là, ouais. Bien, alors, nous allons commencer par ce procès historique, hein, semble-t-il. 2 jours de procès, esclavage et réparation, le procès à la Cour d'appel de Fort-de-France. Procès qui a été enregistré et archivé. On ne pourra voir les images que dans 50 ans. C'est ça, hein, je crois. Je ne raconte pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Mais certaines personnes commencent à entendre déjà certains bruits. Il y a encore des disparitions qui arriveront entre maintenant et la France. Ça dépend de quel avion. Enfin, bon, bref. Ça, on risque d'avoir un non-lieu pour ce procès. Vous avez eu des nouvelles? 12 avocats venant d'Afrique, de partout. Non, personne n'a suivi ça? Oui. Moi, j'ai suivi. Ce qui est intéressant, c'est sur le principe. Bon, vous connaissez mon opinion sur la réparation. Moi, je pense qu'il faut des réparations. Et il faut des réparations financières d'importance pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas être les seuls couillons à ne pas bénéficier de réparations, puisque vous venez de voir que monsieur le président de la République a ouvert la boîte de Pandore pour les harkis. Donc il demande pardon, déjà. Ensuite, il dit, moi je mets en place une commission qui aura pour vocation des réparations financières. Il ne dit pas des réparations, il dit des réparations financières. Bon, donc c'est possible. Et ce procès, alors bon, c'est un procès symbolique, on est bien d'accord. Parce que bon, les victimes ont disparu, les bourreaux, les coupables ont disparu. Donc on est sur du témoignage historique et c'est quelque chose qui me semble fondamental. Et pour que les gens puissent... Alors il y a beaucoup de gens qui disent que ça c'est des conneries, on est bien d'accord. Il y a même une majorité de gens qui disent ouais mais bon, machin, etc. Pour que les gens comprennent bien l'objet est le suivant. L'histoire est têtue et en plus elle ne s'efface pas. Tout simplement parce qu'il y a des vivants. Le jour où il n'y a plus de vivants, il n'y a plus d'histoire, on est bien d'accord. C'est les vivants qui font l'histoire. Hein. C'est pas les gens qu'on laisse derrière nous qui font l'histoire. Parce que nous, on va disparaître et puis peut-être que quelqu'un va s'intéresser à ce qu'on a fait dans la vie. Mais de manière systématique, il y aura toujours quelqu'un qui va aller creuser tant que le dossier ne sera pas vidé. Or, le dossier n'est pas vidé. Donc, tu as des gouvernements, quasiment tous les gouvernements du CARICOM ont intenté un procès qui, lui, ne va pas être symbolique, celui-là, au gouvernement du Royaume-Uni. Anglais, ouais. Et là, les mecs, ils sont en train de recruter, ils sont en train de chercher. Parce que, très objectivement, tant que c'est
on va dire, des individus qui ont vendu des esclaves, qui ont importé et vendu des esclaves. L'État du Royaume-Uni peut dire, bon les mecs, je suis désolé, c'était légal, c'est comme le chlordécone, c'était légal, je n'y peux rien. Par contre, les types sont en train de remonter sur le fait que le gouvernement royal a importé, lui, directement, donc l'État du Royaume-Uni a importé des esclaves et les a vendus. Et l'État français, c'est la même chose. L'État français a vendu une esclave au Saint-Esprit. Alors, les gens sont en train de fouiller, mais là, c'est plus compliqué. Tu peux pas dire, puisque vous savez qu'en droit, il y a continuité du service, entre guillemets. Ok, c'est pour ça que Jacques Chirac a demandé pardon aux Juifs en disant, après la rafle du Veldiv, en disant c'est l'État français, les policiers français qui ont pris les Juifs, qui les ont parqués, et surtout, c'est la SNCF qui à l'époque était qui dépendait de l'État, qui a emmené ces gens-là dans des camps. Donc, l'idée fondamentale, c'est de savoir si il y a eu une institutionnalisation de la traite et de l'esclavage. Et bien évidemment, en fouillant, on trouve que l'État français, qui jusqu'à maintenant disait bah, attendez les mecs, ça c'est des vulgaires esclavagistes qui ont traité ça, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors, il faut juste rappeler aussi que les États-Unis sont en train de mettre aussi en place quelque chose pour pouvoir dédommager les anciens esclaves. Exactement. Donc, voilà, pourquoi nous, on serait plus à la traîne que l'Angleterre ou les États-Unis. Pardon, Losé. Oui, je voulais demander à Eddy, comment je fais pour avoir ma part financière? C'est très simple. Il suffit de regarder ce que les autres font. Ok ? Par exemple, là, sur les Harkis ou sur les Juifs, les Juifs qui ont été massacrés, etc. C'est pas très compliqué. Il y a des gens. Alors, le choix, c'est est-ce que vous vivez dans le pays où il y a eu, la zone où il y a eu ces crimes, et toute la population résidente de ce pays où le crime a eu lieu, première version, touche une somme qui est définie de manière... Est-ce que je peux rester pour demander réparation pour mes parents et mes grands-parents qui sont morts, qu'ils ont subi avant moi? Non, réparation pour les vivants. Les morts, c'est symbolique. Les vivants, les Harkis qui vont toucher une somme, ce sont les descendants des gens qui ont été victimes de la trahison de la France. Ça, c'est la première version. Et puis, il y a une deuxième version qui est plus restrictive, qui est de dire, vous devez prouver que vos ancêtres ont été victimes on va dire, d'ostracisme, de mise en esclavage, etc. Ou viennent d'Afrique, parce qu'on peut dire que les ancêtres, ce sont des Caraïbes. Ils n'ont pas voyagé. Ah non, pas vraiment. Lui, directement d'Afrique. Contrairement à ce qu'on peut penser. Mais c'est la deuxième version qui est le plus souvent appliquée. Ouais, les mecs vont pas dire, tu viens d'où, faut que tu prouves, etc. C'est bon. On fait un global et on lâche le fric. Et toi, Charles? Je vais... Non, je disais, est-ce que tu pourras prouver que tu viens d'Afrique? Il m'a touché. Non, mais il est à 50% d'Afrique. Beaucoup moins facilement que d'autres. Oui. Ma maman était elle-même mélangée. Donc, oui, non, mais je suis à moitié martiniquais, donc j'ai droit. Alors, je vais... Est-ce qu'on peut garder juste ce truc-là? C'était la question. C'est une question, donc j'y ai droit. Alors, plus sérieusement, je rebondis sur ce qu'a dit Eddy. C'est la loi, c'est l'État français qui a décidé qu'il y avait imprescriptibilité pour les crimes contre l'humanité. Oui. C'est l'État français qui a dit ça. Tout seul, comme un grand. Ils se sont tirés une balle dans le gros orteil, mais tout seul. Imprescriptibilité. Deuxième élément, effectivement, tu parlais de Chirac, j'ai in extenso sa citation. Il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. Il est difficile de les évoquer car ces heures noires ne se souviennent jamais de notre histoire. Il parle de la rafle de Veldiv. Et effectivement, pour compléter un petit peu ce qu'a dit, 70 ans après les faits, l'État français a versé 60 millions de dollars aux victimes américaines transportées par les trains de la SNCF pendant la déportation. C'est très clair. C'est très clair. Donc, s'il y a eu imprescriptibilité pour les descendants et puis pour les survivants juifs qui vivaient aux États-Unis, ça veut dire que l'imprescriptibilité est aussi valable pour les descendants entiers. Bon, maintenant, la réalité, c'est que l'État français a versé cet argent parce que les sénateurs américains auraient condamné la SNCF de l'impossibilité de faire du business sur le territoire américain si ça n'avait pas été fait. Alors nous, quelle mesure de rétorsion a-t-on de pouvoir empêcher
l'État français de faire du business sur le territoire des Antilles-Guyane. C'est ça la réalité. Il y avait un marchandage. Et n'oublions pas qu'il y a plusieurs types de dédommagements, parce que bon, je trouve que l'avocat, je ne suis pas juriste, hein, mais l'avocat, il a défendu comme il voulait, il a dit que bon, c'était trop loin, que ça remonte à 70 ans, etc. Mais... tu parles de l'avocat de l'État français? L'avocat de l'État français, oui, bien sûr. Mais ce qu'il y a à considérer, c'est de savoir si effectivement il y aura des dédommagements pour chaque descendant, ou s'il y aura un dédommagement global avec possibilité de considérer que les équipements, que l'instruction, que l'éducation, que les soins, etc. peuvent être approchés comme étant un dédommagement par la suite. Donc ce sont des pistes. Je ne suis pas juriste moi-même, je dis, mais voilà quelques éléments d'analyse que je propose à nos téléspectateurs. Très bien. Et toi, Michel? Non, sur le principe de la réparation, globalement des dommages de la colonisation, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec la comparaison avec les Harkis. Hein. Bon. Les dommages de la colonisation, les Harkis, ce sont des gens qui ont tourné leurs armes contre leurs propres frères. Bon. Explique pour ceux qui nous regardent. Alors rapidement, si je peux, Michel, oui. Les Harkis, en fait, c'était les supplétifs de l'armée française. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vivent en Algérie. Ils ont choisi fait et cause pour l'armée française contre les Algériens, desquels ils étaient nationaux. Hein. Donc des Algériens qui combattent dans l'armée française contre les autres. C'est une minorité ethnique qui s'appelle les Harkis, donc ils étaient un petit peu marginalisés et ils ont choisi la cause, entre guillemets, de la colonisation. Contre leurs frères. Voilà. Okay. Non mais il faut aller jusqu'au bout parce que les gens n'ont pas compris pourquoi la France demande pardon. Et donc la suite, c'est que quand la guerre s'est terminée, les Algériens ont commencé à massacrer des Harkis et les Harkis ont voulu partir avec les Français. Sauf que... On les a abandonnés. Voilà, il y a des autorités politiques qui n'ont pas voulu faire, je ne nomme pas, les autorités politiques de l'époque n'ont pas voulu rapatrier ces Harkis-là. Il y a certains capitaines... Tu peux les nommer. Certains capitaines ont embarqué leurs compagnons d'armes sur les bateaux, ont pris la responsabilité de les emmener avec eux pour les ramener en France et ont donc ainsi sauvé leur vie. Sauf qu'arrivés en France, ils n'avaient pas de statut, ils n'ont pas été reconnus et ils ont été marginalisés encore plus, ils ont été ghettoisés, ils ont vécu dans des conditions infâmes. Et ce n'est qu'en regardant Indigène que Jacques Chirac s'est rendu compte de cette réalité-là. Et c'est là qu'il a dédommagé les Harkis à la hauteur des anciens combattants qu'ils étaient véritablement, pour que la solde de misère qu'on leur donnait, qui n'avait jamais été réindexée sur la TVA, qui n'avait jamais été réindexée, sur la cherté de la vie pendant des dizaines d'années, pour que cette solde-là, cette petite retraite, cette petite pension d'anciens militaires puisse permettre aux survivants de vivre décemment. Ça, c'est effectivement une parenthèse. Et je laisse la parole à Michel. C'est une parenthèse qui est peu glorieuse pour l'armée française et pour l'histoire de France. Bon, Michel. Bon, ceci dit, j'ai vu la semaine dernière avec intérêt un très remarquable documentaire sur France 3 qui a été repris d'ailleurs. Il faut signaler que Martinique Première a eu le courage. Ce documentaire qui s'appelle Colonisation, une histoire française. Ouais. Bon. Et un des points qui a été soulevé dans ce documentaire, à partir d'archives inédites, d'images de la fin du XIXe siècle, du début du cinématographe dans la société Lumière. C'est extraordinaire. Je vous invite à regarder ça en replay. Bon. Ce documentaire insiste beaucoup sur la colonisation. A d'abord été le fait de l'armée française. Et partout, comme l'armée française n'avait pas les effectifs, elle a joué sur les divisions des peuples, les tribus, en créant des supplétifs. Les premiers supplétifs, d'ailleurs, puisqu'on parle de l'Algérie, c'était les spahis. C'est-à-dire des types qui étaient des guerriers qui étaient à cheval, n'est-ce pas, qui ont servi du supplétif au fameux Bugeaud. Hein? Bon. Par conséquent, toujours en Algérie? Hein? Toujours en Algérie, ça? Toujours en Algérie. En Indochine, c'est les Mongs. Les Mongs qui sont en Guyane, c'était des supplétifs de l'armée française et de l'armée américaine. On retrouve la même chose. Comme je dis, alors ça s'appelait pas l'Indochine, ça s'appelait la Cochinchine. Okay? Mais oui, parce que
Et puis on retrouve la même chose en Afrique. Au Sénégal. Au Sénégal. Ouais. Bien. Donc, l'utilisation de supplétifs fait partie du système de la colonisation. Alors, le supplétif, c'est un recruté temporairement pour renforcer l'armée régulière. L'armée régulière. Voilà. Il est recruté temporairement et puis après, quand on n'a plus besoin de lui, on voilà. tente. Ouais. Mais toutes les armées font ça. Regardez l'Afghanistan. Oui. Ce qui vient de se passer là, ils ont laissé les Afghans qui travaillent avec eux sur le terrain, ils ne sont pas partis avec eux. Donc ces gars-là se font tuer. Ah bah c'est clair. Là, voilà. ils sont en train de l'exécuter à l'appel. Hein. Voilà. Donc c'est toutes les armées qui font le même système. Mais pour aborder le sujet, bon, oui. Là aussi je vais dire que je ne suis pas juriste, j'ai suivi les arguments intéressants sur le plan juridique. Là, on est revenu au procès. Oui, je reviens okay. au procès sur la réparation. Oui. Bon, sur le principe de la réparation, effectivement, je suis d'accord. Bon, moi je résous le problème de manière simple. La réparation, c'est l'aide au développement. Ça ne peut être que collectif. Bon, on va rentrer si on veut faire des réparations individuelles, on va entrer dans des querelles juridiques comme on l'art de le faire d'ailleurs les avocats, je ferme la parenthèse, et on va alimenter des tonnes de papier. Non, le véritable problème, c'est de démontrer que la colonisation a stoppé le développement des pays colonisés. Et que, par conséquent, que ce soit dans la Caraïbe d'origine britannique que la Caraïbe française, y compris Haïti d'ailleurs, y compris Haïti. Surtout Haïti. Surtout Haïti. Bon, la France a un devoir de permettre à ces pays de se développer, de ne pas faire le chantage comme ils l'ont fait en 2010 entre l'autonomie et les acquis sociaux. Puisque Yopéon. Ah oui. Yopéon. Ils ont fait le chantage, ils ont dit voilà, vous voulez l'autonomie, vous voulez plus de liberté chez vous pour développer votre pays, bon, eh bien on va vous supprimer la retraite, le SMIC, etc. C'est ça le chantage. Et chaque fois, le peuple martiniquais veut bien exercer des responsabilités. Les Martiniquais, je pense, sont globalement partisans de plus de pouvoir. Non, mais Michel, le gouvernement n'a pas dit ça. C'est probablement des partis politiques martiniquais qui ont utilisé ça. Le gouvernement dit ça dans la question. Il est par des partis. Alors, c'est le colonialisme français avec ses supplétifs. Il y a un épisode. C'est supplétif. C'est le même schéma qu'il y a eu en 2003, c'est le même schéma qu'il y a eu partout, c'est le schéma qu'il y a aussi en Nouvelle-Calédonie à l'heure actuelle. On fait le chantage. On dit vous voulez votre liberté, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé en Guinée. Coussé Couturé a dit je veux l'indépendance, qu'est-ce qu'il a fait de Gaulle? Il a enlevé on a enlevé toute l'administration, toutes les archives, tout, et même la monnaie. Non, pour appuyer ce que dit Michel, il y a un épisode fameux, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui concerne la Polynésie française. Il y a une loi qui est votée sur un certain nombre de progrès en matière de santé, d'hôpitaux. Et donc il y a un député, parce qu'il y a quand même des députés de la Polynésie au Parlement qui lève le doigt et qui dit... mais messieurs, vous n'avez pas du tout pensé à nous. Le mec, il dit il faut que vous sachiez ce que vous voulez, parce que vous ne pouvez pas avoir le beurre l'argent du beurre. Un ministre qui répond ça, j'ai essayé de vous retrouver le truc, et le mec, il est humilié en pleine Assemblée nationale. On lui fait bien comprendre que comme il a choisi le 74, puisque donc, la Polynésie française bénéficie d'un statut d'autonomie très très large, ils ont même un gouvernement sur place, comme en Calédonie. Le mec, il est humilié. On lui dit, monsieur, je suis désolé, il n'y a pas d'automaticité entre ce que nous votons pour la nation française et ses ex-colonies autonomes. Non, c'est ce problème fondamental que Césaire avait dénoncé depuis son fameux discours sur le colonialisme. Quand Césaire a, suivant cela, un courant qui était un courant historique depuis l'abolition de l'esclavage. Il y a toujours un courant historique pour réclamer ce que nous appellerions aujourd'hui l'état de droit. Et
On a appelé ça l'assimilation, mais ce n'était pas ça. Ce que voulaient les gens, c'était l'état de droit. C'est-à-dire respecter l'égalité des droits. Qu'on soit des citoyens comme les autres. C'est ça qui a été voté en 1946. Bon. Mais dès 1950, on s'est aperçu que pour installer la sécurité sociale, il fallait qu'il y ait des morts. Au Carbet, et Césaire a commencé à se poser des questions, et notamment ça a alimenté son fameux discours sur le colonialisme, où il dit on me jette des kilomètres de chemin de fer, on me jette des... Et qui va me réconcilier de la destruction des archives du Mali, des royaumes du Sénégal. Très beau discours. Très beau. Et du Bénin. Et les Amazones de Béanzin, etc. C'est un discours que nous, étudiants... Vous êtes vraiment très proches, en fait, sur les origines. À 1 mètre de distance. Mais ce que je veux dire, nous sommes proches à 1 mètre de distance. Ils sont tous les deux originaires de la même matrice. Oui, attention. Oui, plutôt. Césaire est communiste, effectivement. Césaire est communiste au début. Ce que je veux dire simplement, et je rebondis sur ce que Michel a dit, et c'est vrai, il faut que vous imaginiez qu'avant la Première Guerre mondiale, la balance commerciale des colonies avec la France, des vieilles colonies avec la France, est excédentaire. C'est-à-dire qu'il y a plus de richesses qui sortent des colonies, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., Réunion, vers la France, que l'inverse. Et ce sont ces colonies-là qui permettent à la France de prospérer, et ce sont ces colonies-là qui permettent à la France, dans la période de crise des années 30, d'être une soupape d'exportation. Alors bien évidemment, les Français ont d'autres AOF, AEF, etc., les Afriques équatoriales, les Afriques occidentales françaises, mais ce sont les colonies qui permettent à la France de supporter moins difficilement la grande crise de 1929, enfin des années 30. L'Empire. Voilà, c'est l'Empire qui permet à la France de supporter ça. Donc on oublie. C'est très facile de dire que la France est pourvoyeuse de richesse, est pourvoyeuse de croissance économique et puis de développement. Mais il faut rappeler que avant 1920, c'était l'inverse. C'était les colonies qui étaient pourvoyeuses de richesse à la France. Oui, José. Juste, je disais, je souscris totalement à ce que disait Michel tout à l'heure sur la réparation. C'est pour ça que je disais sous forme de boutade à Eddy, quand est-ce qu'on va me payer, combien. C'est que, en fait, je pense que la réparation aurait un sens si on verse ça dans une œuvre collective de développement, parce que individuellement, je n'aurais pas assez. Je toucherais moins que toi et ça m'embêterait pas. Et pourquoi? Je te dis. Et pourquoi? Si c'est individuel, tu imagines un petit peu faire un ratio, un quantum. Non, mais faire un quantum de l'ethnicité. Enfin, ça serait complètement. C'est calculable, ça. Non, vous compliquez le truc à dessin. Pourquoi mettre ça dans une corbeille commune est un piège majeur, c'est que vous savez ce qui arrive au fric qui est mis dans les corbeilles communes aux Antilles-Guyane. Ok. Elles sont accaparées. Elles sont détournées dès le départ. Donc on nous finit ça. Aucun espoir. Aucun espoir que ça change. Aucun espoir. Aucun espoir. Tant qu'on sera antillais, ce sera comme ça. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut arrêter. Nous avons des qualités aussi. Hein. Mais bien sûr, la preuve. C'est ce que je vais dire dans ma deuxième partie. Comme nous avons des qualités individuelles, il n'y a pas d'ethnicité. Vous êtes combien les mecs? Qu'est-ce qui se passe pour la vaccination? On est bien d'accord que c'est le meilleur moyen de... on n'a jamais parlé de ça, mais c'est quand même le meilleur moyen de recenser les gens. Tu es d'accord? Ils ont un numéro de sécurité sociale, donc c'est parfaitement qu'il y a plus de 400 000 personnes qui vivent sur ce territoire. Un petit coucou à nos amis de l'INSEE. Et puis en même temps, la vaccination permet de vérifier, puisque on est bien d'accord, c'est un vaccin, en fait 2 vaccins par personne. Ok? Donc c'est la même chose. Tu as un numéro de sécurité sociale, tu vis en Martinique, tu touches 10 000 € et on n'en parle plus. Le risque majeur de cette histoire, c'est tu as des gens de France qui prennent leur retraite ici. Hein. Mais ils vont toucher alors. C'est pas le problème, on s'en fout, puisque c'est de l'argent qui va être investi tout de suite. C'est de l'argent qui va servir l'économie. Simplement, il n'y aura pas de corruption. Tu comprends? Puisque regarde l'argent qu'on donne aux entreprises. L'État, le fonds, on va dire, de solidarité. Ça passe pas par une banque, par un gouvernement local. S'en fout. Tu inscris tes trucs, tu corresponds au machin, tu touches ton fric tout de suite.
Ok, donc c'est possible qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Donc l'idée de base, c'est de dire, messieurs, comme pour les autres, vous avez fait ça pour... Il y a eu les réparations de guerre. La France a touché des dizaines de millions de francs venant de l'Allemagne. L'Allemagne vaincue en 14-18. Ok. L'Allemagne vaincue en 39-45. Et c'est reparti pour un tour. Il y a quelqu'un qui a protesté contre ça. Alors, nous, c'est les seuls mondes en latin qui pas qu'à dire réparation. Les Anglais, dans certaines colonies de l'Afrique de l'Est, les mecs ont payé. Les Allemands vont payer pour la Namibie, puisqu'ils ont massacré les premiers camps d'internement, c'est en Namibie, dans le sud-ouest de l'Afrique. Les mecs vont payer. Alors, les seuls qui ne paient pas, c'est les Français. Voilà. Bon, il y a quand même quelque chose que vous avez dit là. Je fais digression concernant cette histoire d'article 74 et tu parlais de sécurité sociale, tu parlais de la Polynésie. Oui. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on réclame l'indépendance et puis qu'on va conserver tous nos acquis sociaux? C'est pas l'indépendance, 74 c'est l'autonomie. Ah, c'est l'autonomie, d'accord. Parce que tu es encore sous le coup de la propagande mensongère. Non, mais je te le dis très franchement. J'ai vécu cette période comme une grande souffrance, parce qu'on a entendu n'importe quoi. En fait, ta souffrance vient du fait que tu as dû t'allier avec ces gens-là. Non. En 2015, tu t'es allié avec les tenants de la propagande. Non. Très franchement, du point de vue strictement juridique, l'article 74 permet à la collectivité de défendre ses intérêts propres dans le cadre de la République française. Et d'ailleurs, il y a des exemples d'article 74. L'article 74 est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'après le vote de l'article 74, on pouvait prendre une loi organique et qui aurait réparti les compétences de l'État et les compétences de la nouvelle collectivité. Bon. Et quelles seraient les compétences de l'État? Les compétences de l'État, ce qui était proposé, c'est ce qui avait été voté par le Congrès des élus martiniquais. Il y avait un projet de statut sur la table. Et dans ce projet de statut, grosso modo, toutes les compétences régaliennes et tout ce qui était du social restait dans le domaine de l'État, de la santé. Enfin, il faut expliquer aux gens ce que ça veut dire régalien. C'est-à-dire police, gendarmerie, c'est l'armée, la justice, l'armée, la sécurité, les affaires étrangères, plus le social. Et la justice. La police, la monnaie aussi. Bon, donc... La douane. Toutes les choses essentielles. C'est ce qui s'applique aujourd'hui. Il a cité la Polynésie, mais il y a Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ouais. Bon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, quand le SMIC augmente en France, il augmente à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Oui, mais ce que Michel ne veut pas dire. Il y a le RSA. Oui, mais ce que Michel ne veut pas dire est que on n'ose pas, quand on est tenant du 74, on n'ose pas le dire à la population. Il n'y a pas d'automaticité d'application des lois. C'est-à-dire que quand le Parlement vote une loi, cette loi ne s'applique pas. Voilà, elle ne s'applique pas au 74. 1, 2, les fonds européens. Non plus. C'est ça qu'il faut intégrer. C'est-à-dire que... Mais les WIP touchent bien l'argent de l'Europe. Non, ça c'est autre chose. Je n'ai pas dit que les WIP ne touchent pas de l'argent. Mais quand tu es dans l'article 74, tu ne bénéficies pas de l'enveloppe des fonds structurels à la même hauteur, à la même proportion que les 73. Sauf que dans les projets actuels de Macron, il y a un projet qui consiste à unifier le statut européen de l'ensemble des collectivités d'outre-mer, de façon à ce que les collectivités type Nouvelle-Calédonie, 74 puissent bénéficier des fonds européens et que les collectivités type article 73 puissent bénéficier de la liberté commerciale. Ouais. C'est de la capacité de protéger. C'est pour ça que Michel va voter pour Macron. Mais ça, c'est s'il passe en 2022, parce qu'attention, il y a Zemmour qui arrive. Et ça fait partie de l'histoire. Même pas peur. Mais moi, je pense que c'est plus concret. Ouais. Parce que ça correspond aux exigences de développement de la Martinique aujourd'hui. Et c'est ça, concrètement. Pour moi, je pense à la réparation, c'est une réforme de la Constitution française dans ce sens. Voilà ma réponse.
Mais je ne veux pas t'embêter, Michel, je ne veux pas t'embêter, mais il y a une chose, il y a quand même une possibilité que la CTM avait de s'occuper des 50 pas du roi. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Ils ont botté en touche, ils ont botté en touche. Mais oui, c'est ça. Donc, si on nous donne, les 50 pas géométriques, si on nous donne des possibilités qu'on ne les applique pas. Bon, non, mais tu poses un autre problème. C'est un problème interne à la Martinique. Moi, je suis dans une démarche anticolonialiste. OK? Bon, l'anticolonialiste demande... Qu'est-ce qui est interne à la Martinique? Les 50 pas du roi? Non. Non, tu as dit c'est interne à la Martinique. De quoi tu parles? Je dis que la gestion des compétences dévolues à la collectivité, notamment les 50 pas géométriques, c'est une question qui regarde la démocratie martiniquaise. D'accord. Okay. De savoir si elle est bien ou mal gérée. Bon, ça c'est un autre problème. Okay. Bon, parce que ça c'est un vieil argument. C'est le vieil argument de dire on ne vous donne pas votre liberté parce que vous êtes incapable de l'utiliser. OK? Bon, non mais excusez-moi, je vais au fond du problème. C'est pas tout à fait ça. C'est ça, mais oui, c'est ça. C'est un vieil argument pour ne pas accorder aux colonies la capacité de s'auto-gérer. On leur dit, mais regardez, vous êtes... Bon, c'est comme à l'heure actuelle, on prend l'exemple d'Haïti, on dit, regardez, mais, vous voulez votre autonomie, regardez Haïti. Mais oui, c'est ça qu'on fait. Bon, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec cette vision. Enfin, non, du tout. Mais je ne vais pas aller... En fait, à l'époque, le choix du 73, c'était quoi? C'était simplement de ne pas accepter le 74 qu'on proposait. Parce qu'on souhaitait faire un 74 à nous. L'égalité des droits et le droit à la différence. Mais vous voulez me donner un paquet. Moi, je vous souhaitais faire mon paquet. Vous me dites, voilà ce qu'on vous donne, voilà ce qu'il y a dans le paquet. Non. Moi, par exemple, vous mettez chat dans le paquet. C'est tout. Et puis en plus, ça te l'a dans le sac. Et puis ça te l'a dans le sac. Donc, oui. C'est un débat. Mais oui, c'est un gros débat. À mon avis, c'est un débat qui a malheureusement, ça va revenir parce que on sait très bien que l'avenir, que les gens le veuillent pas, l'avenir, c'est l'autonomie. Absolument. Ça va être l'autonomie. Et le pire, allons dire la vérité aux gens, le pire, c'est que c'est pas nous qui allons choisir l'autonomie. On va nous la donner. On va nous la donner. On va nous la foutre. Michel a dit on va nous la foutre. Mais oui, mais c'est ça tous les jours. Il faut que vous compreniez bien que c'est ça tous les jours. Pour une raison qui est bien évidemment une raison du sens historique. Le sens historique, c'est que les gens les mieux placés pour gérer les problèmes locaux, ce sont les locaux. Évidemment. Bon, le problème qui est fondamental, c'est que où peut dire tout ça au lait? L'agent côté ou qu'apprend l'agent. Ok? Est-ce que tu es capable de gérer les choses correctement avec des ressources? Et notre problématique, et Césaire n'a pas parfaitement compris ça, quand je demande à Césaire pourquoi vous n'avez pas choisi l'indépendance, pourquoi vous n'avez pas absolument bataillé pour l'indépendance, il me répond une chose très simple, et son fils Marc me redit la même chose. Quand je lui dis mais pourquoi tu n'as pas demandé à ton père, pourquoi? Il me dit mais j'ai demandé à mon père. C'est le dernier fils d'Aimé Césaire. J'ai demandé à mon père pourquoi il n'a pas choisi l'indépendance, parce que Marc Césaire, quand il est patron du balisier de Paris, il fait un communiqué dans lequel il dit que le balisier de Paris réclame l'indépendance. Son père le fout dehors. Papa il foutait dehors. Et qu'est-ce que Césaire me répond? Il me dit on n'est pas assez nombreux. Voilà le pragmatisme. C'est le type sait pertinemment, et c'est pour ça qu'il choisit l'autonomie, parce qu'au départ, il y a une interview fantastique sur l'INA d'Aimé Césaire qui dit à... Comment il s'appelle ce journaliste? Je ne sais plus si c'est PPDA ou... Bon, une star de la télévision française. En 81 ou en 80. Parce que, tu sais, la gare chauffée. Hein, avant le moratoire. Avant le moratoire, avant l'élection. Il y a des émeutes à Fort-de-France. Il dit, vous savez, tôt ou tard, la Martinique sera indépendante. Et on sent que le type, il en est convaincu. Mais par pragmatisme, il dit, bon... Alors, très clairement, on aura un problème financier. Et vous savez que quand vous avez un problème financier, vous avez un problème social. Hein. Juste pour dire que cette autonomie-là, de toutes les façons, non seulement, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Eddy, non seulement du point de vue de la gestion des territoires, c'est nécessaire, mais cette autonomie-là sera aussi accordée aux territoires hexagonaux. Bien sûr. C'est en cours. Tous les territoires seront autonomes parce qu'aujourd'hui, les
Parisiens ont compris qu'il n'y avait pas possibilité de tout décider de Paris. Parce qu'en fait, un territoire, ça se vit. Un territoire, ça se ressent. Un territoire ne se décide pas. Ce ne sont pas des aménagements que l'on fait avec un ingénieur qui débarque en avion, qui fait un circuit en hélicoptère et puis qui repart pour décider. Auparavant, c'était ça. Hein. Aujourd'hui, il faut des décisions qui soient mûries avec l'expérience, avec la qualité de vie. Qui est-ce qui connaît mieux sa maison que de l'avoir habité pendant un an? Vous arrivez là, la maison est toute neuve, etc. C'est génial, on s'installe. Et puis c'est là des autres commencent à faire dans l'aria, c'est les voisins qui commencent à tirer la chasse, c'est les cafés chauds l'après-midi. Vous constatez qu'il y a des choses à faire pour de la maison viable et vous les aménagez petit à petit. Sur le territoire, c'est pareil. Il faut vivre, il faut sentir le pouls du territoire battre pour l'aménager. Or, les administratifs français ont toujours pensé que ce qui était valable pour l'hexagone de 7000 km², je ne dis jamais métropole, je n'arrive pas, Métropolis, Ville-Méo, non, hexagone. L'hexagone a des réalités, la Martinique a d'autres réalités. Et voilà, et il y a plein de lois qui sont totalement ubuesques, qui sont appliquées en Martinique, que ce soit la loi Sapin, le parasismique, comment s'appelle la loi d'interdiction d'expulsion, ça c'est plutôt bon, mais les mois d'hiver, enfin c'est pour ça que la 1974, on a demandé la capacité de faire nos propres lois. Alors est-ce qu'on peut penser, oui, mais est-ce qu'on peut penser que le Congrès pourrait encore parce que rien n'empêche que le Congrès se tienne. Et là, Magadou, c'est mon nom bon et puis ça. C'est mon nom bon et puis ça. Tous les sondages que tu fais, les gens te disent, bon, et on nous fait en pause, les frères. Oui, c'est institutionnel, ça. On nous fait en pause. On nous, montrez-nous que ça, notre pays développé pays. Oui. Et puis si jamais notre pays veut développer, et puis ça nous dit, nous qui ouvert bas autres. Mais je pense que les générations futures, dans 30, 40 ans, 50 ans, vont dire, bon, maintenant, on est quoi Mais il y a un élément pour que les gens comprennent bien. Pourquoi tu rigoles, Michel? C'est pas ça? C'est ce qu'il a dit. Je rigole parce que je pense qu'il y a des accélérations de l'histoire que personne ne peut prévoir. D'accord. Oui, mais il y a des reculs. Il y a des reculs. Songez tard. Recul. De toute manière. Regardez l'Afghanistan. Alors je voulais venir à un élément pour que les gens comprennent un peu mieux, c'est la notion d'interdépendance. Nous passons d'une ère de la dépendance à une ère de l'interdépendance. Et comment je voulais l'illustrer, pour éviter les conflits, les polémiques, je prendrais un pays qui n'a rien à voir avec nous, qui est l'Afghanistan. Il y a des types qui disent, mais Michel notamment, je me souviens de ça, voilà, l'Amérique a pris une déculottée, etc. Je lis il n'y a pas très longtemps, une étude du département d'État à qui les députés américains ont dit, mais les frères, expliquez-nous votre stratégie. Zotan n'y pas, Tibala, Raphaël nous sommes le Vietnam, c'est du n'importe quoi. Tu sais ce que les mecs ont répondu? Ils ont dit, c'est pas très compliqué. On a calculé combien de morts il nous faudrait si on choisissait d'être ou de ne pas être. Bien évidemment, la réponse est très simple. 0 mort si on n'y est pas, plein de morts si on y est. Par contre, on a mis par rapport à ça, comment on les contrôle. Si on y est, on n'arrive pas à les contrôler. Si on n'y est pas, on les contrôle. Et les députés disent, mais comment vous les contrôlez? C'est au gars dit, mais faut s'aimer, c'est manger. Faut y manger, faut y acheter avion, faut y boire, faut y acheter pièces détachées. C'est pas très compliqué. On coupe les vifs. Nous a dit, on coupe pas les vifs, vous mettez pas de terroristes. C'est pas compliqué. Ok? Et ce que les talibans sont en train de faire, c'est ça. Ils ont fait sommet après sommet pour dire, comment on va bon moins. Il n'y a pas ni personne. L'Union européenne a dit 1 milliard. Par contre, frère, je peux te dire, si jamais j'apprends ou je vois, et le pays, vous imaginez que les Américains ne sont pas partis comme ça. Le pays est truffé d'espions, de CIA. Il s'est truffé d'espions. Les mecs sont partout, y compris chez les talibans. D'ailleurs, vous avez vu que l'État islamique pose des bombes. Ça explose. Donc, finalement, les mecs ont gagné. Les talibans deviennent gentils. Super cool. Voilà, une bonne chose. Nous, ça va être la même chose. Les mecs vont dire, tenez, allez-y les mecs, débrouillez-vous. On va même vous... Par contre, on est bien d'accord que vous achetez chez nous, que vous travaillez avec nous, que les entreprises qui construisent des ponts, c'est les nôtres, etc. Qu'est-ce qui s'est passé du business, quoi. Mais business. C'est tout. Bon, ben voilà, c'est une dure réalité, Michel, mais bon, que veux-tu, hein?
Parce que c'est pas les Cubains qui vont nous aider. Hein. Ou les Chinois. Les Chinois. Peut-être les Chinois. Oui, mais parce les Chinois que... s'en foutent des Noirs, n'oublie pas ça. Oui. Ils s'en foutent, regarde ce qui se passe en Afrique. Michel, tu n'es pas obligé de répondre à tout, Michel. À toutes les provocations. Alors, je vais faire comme d'habitude. Oui. Je vais une réponse tout à fait lapidaire. C'est que cette description fait abstraction de l'évolution du rapport de force aussi bien à la Martinique que dans le monde. Bon. Voilà. Avant de parler... Et que je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut faire évoluer un rapport de force. Alors, avant de parler du gaz... Le rapport de force, c'est précisément dont on va discuter, c'est qu'on voit que les États capitalistes, notamment la France, sont obligés de revenir sur une question qu'ils avaient abandonnée, c'est la question de la souveraineté économique. Ok. Avant de parler du gaz, dont José va nous parler, moi j'ai une interrogation, Michel, parce que tu vas comprendre pourquoi. J'ai entendu dire ces jours-ci que Alfred Marie-Jeanne se présente dans le Sud pour la députation. Ah bah, j'ai pas entendu ça. Tu n'as pas entendu ça? Non. Il est partout, dans les obsèques, dans son bureau, avec un journal, enfin il est partout. Et il semblerait que ce qu'on subodore, c'est que Alfred Marie-Jeanne va remporter cette élection, là, monsieur Jean-Philippe Nilor, semble-t-il, hein, d'après ce que les gens disent. Et il semblerait que Marie-Sainte serait le suppléant. Donc ce serait peut-être l'occasion pour Marie-Sainte d'arriver un jour à l'Assemblée nationale. Alors, donc, ça, voilà, je pense qu'il faut bien s'accorder sur une chose, c'est qu'il n'y a pas d'élection gagnée qui n'ait eu lieu. Oui, bien sûr, mais bon... Marie-Jeanne, qu'on a souvent dit dans le couloir de la mort, a bien montré aussi qu'il était bien vivant et qu'il remportait beaucoup d'élections. Hein. Oui. Bon, dans le Sud, il est chez lui dans le Sud. Ouais. Bon, ça, c'est clair. C'est pas impossible, cela dit, bon. Mais il n'y a pas d'élection dans la députation, Michel, dans 6 mois. Dans 6 mois. Oui, bon, ben, pourquoi pas. Tu n'as pas entendu parler de ça dans ton parti, non? Pas du tout. Mais bon. Je considère que... Bon, mais il n'est pas du parti de Marie-Jeanne. Voilà, il n'est pas du parti de Marie-Jeanne. Nous sommes dans un rassemblement multiparti. Donc, il y a d'autres... Le Grand Assemblée est un rassemblement de petites forces politiques. Mais je ne suis pas membre du MIM. Mais vous avez semblé faire comme si ce n'est pas Marie-Sainte qui serait second, mais quelqu'un d'autre. Vous avez une idée, non? On parle d'autres gens. Hein. On parle de Madame Norca, notamment. Ah bon? Oui. Madame Norca. D'accord. Ah, peut-être que c'est mais non, c'est pas une obligation de la loi, ça. Non. Un homme, une femme, c'est pas une obligation. Non, pas sur les législatives. Ouais. Et j'ai aussi entendu, là, c'est pas seulement en Martinique, j'ai entendu en France des gens qui s'insurgent contre un nommé mandat et les gens veulent revenir à l'histoire du député qui peut être aussi maire, justement parce qu'il connaît son territoire, comme tu disais tout à l'heure là. Vous pensez que ça a des chances de revenir, ça? Maire d'une petite commune de moins de 10 000 habitants, pas une grosse, pas une métropole, maire d'une petite commune. Maintenant, j'ai entendu les interviews, il y a des types qui disent qu'être maire et puis député, ça fait des semaines pas possible, hein, tout simplement pas possible, quand on veut bien faire le travail. Bon, non, de toute façon, ça ne sera pas possible, puisque si Macron est réélu, il y a de fortes chances que le nombre de députés diminue. Parce que déjà, vous avez vu que le nombre de représentants au Conseil économique et social a diminué. Il y a beaucoup qui paient de l'argent, là. Hein. L'argent, ah oui. Donc, ça va dans le sens de la représentation et de l'autonomie. Pourquoi autant de mecs pour gérer des territoires qui sont capables de se gérer? On n'a pas besoin de 600 personnes pour voter des lois, tu es d'accord avec moi? Ok. Par contre, l'une des mesures phares du prochain quinquennat, c'est de voter une loi qui permette, par exemple, d'augmenter le nombre de conseillers territoriaux pour la Martinique. 51 personnes, c'est pas suffisant. Il faut ajouter que... Voilà une victime de... Ah non, ça c'est vrai, on a tellement de... Vous avez beaucoup plus d'élus à l'Assemblée de France que dans des grands pays, avec une double qui ont plus du double de la population. Les États-Unis. Il y a beaucoup plus d'élus en France que vous n'en trouvez aux États-Unis. Voilà. Mais Macron avait même parlé pendant la campagne précédente, peut-être de supprimer le Sénat, non? Il n'avait pas dit ça. C'est compliqué. Il y en a un qui a perdu la présidence à cause de ça. C'est compliqué. De Gaulle s'est fait. Pour
une raison. Enfin, je voulais simplement rebondir avant sur les EPCI, ça a été une feuille administrative, enfin une feuille politique supplémentaire. Communauté d'agglomération. Les établissements publics de coopération intercommunale, les communautés d'agglomération, CACEM, Espace Sud, Cap Nord, ça a été un élément supplémentaire, département, région, EPCI, et puis bon, maintenant il y a l'État. Donc ça donne pas mal d'élus locaux. Ouais. Et donc, les représentations nationales sont de ce fait moins pertinentes. Mais pour revenir à ce dont tu parlais à propos du Sénat, le Sénat, c'est les élus des territoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les députés sont ancrés dans les circonscriptions législatives. Les députés sont les élus principalement, je me permets un raccourci, principalement les élus des villes, des grandes villes, les députés, puisque c'est là qu'il y a la population, 80% de la population vit dans la ville ou dans les communes. Mais les sénateurs aussi. Non, les sénateurs, c'est les élus de conseils municipaux, de conseils municipaux, de représentants de conseils municipaux. Ils sont nombreux, les représentants. Il y a 36 000 villes, 36 000 communes. Mais, attends, pardon Charles, mais regardons les choses concrètement, ce sont les grands électeurs. Mais les grands électeurs... Attends, mais prenons le cas de la Martinique. Oui. C'est Fort-de-France qui a le plus grand nombre d'électeurs. Donc Fort-de-France a plus de chances de mettre un sénateur ou une sénatrice en place que la petite ville du Gaumont. Peut-être pas tout seul. Sauf que la Martinique est une particularité parce que un quart de la population martiniquaise habite à Fort-de-France, tandis que quand tu as un territoire comme la France Ou la Creuse. où il y a beaucoup de petites communes, quels sont les électeurs des sénateurs? C'est les députés, c'est les conseillers généraux, c'est les conseillers régionaux et c'est les représentants de conseils municipaux ou adjoints au maire. Et donc cette population-là, en général, elle rééquilibre l'élection des députés parce que les représentants vont plutôt élire ceux qui seront plus proches du terroir. On va davantage élire l'homme du terroir plutôt que l'homme du peuple, parce que l'homme du peuple c'est le député, disons l'homme ou la femme, pour qu'on n'ait pas un coup de Facebook dans l'après-midi. Homme avec un grand H, l'homme du terroir, enfin l'homme ou la femme du terroir, c'est-à-dire que il y a plus de représentants de conseils municipaux, y compris des petites municipalités, de petites communes, qui élisent en scrutin non pas direct, indirect, les sénateurs. Et ces sénateurs-là représentent davantage la campagne. Et donc, il y a une double lecture entre les intérêts de la population et puis les intérêts des territoires représentés par les sénateurs. Et je trouve personnellement que ça serait une analyse politique qui ferait défaut à la connaissance du territoire français. Par contre, je rejoins absolument Eddy quand il dit que il y a trop de députés et trop de sénateurs. Ça, c'est incontestable. Un tiers en moins, ça ne ferait pas de mal. À l'époque où il disait qu'il fallait supprimer le Sénat, il disait ce vieux machin-là, parce que c'était des gens de 80 en montant qui étaient sénateurs généralement. C'était le bâton de maréchal. Mais maintenant, ce sont des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes maintenant au Sénat, il me semble. Oui, tout à fait. Donc ça va changer. Plus de femmes, beaucoup plus de jeunes. Voilà. Ça s'est rajeuni, mais c'est un élément d'analyse du territoire qui est assez pertinent de mon point de vue. Mais personne ne confirme Marie-Jeanne dans le Sud pour la députation. Moi, je confirme parce que je les ai rencontrés au lendemain de l'élection et les choses étaient très claires. Marie-Jeanne disait que sa carrière politique n'était pas terminée et qu'il allait se présenter aux élections législatives dans le Sud. Et tout laisse à penser, compte tenu du terrain, que c'est le cas. Vu les résultats des voix qu'il a eu, c'est clair. Alors je profite pendant qu'on parle du Sud quand même pour dire un mot sur Joe Desormeaux, Rivière Pilote. Grand chanteur, carnavalier, vous connaissez ses chansons. Ma note c'est femme, mais ma note connaît moins. Blé pâle, blé foncé, ou bien voici le loup, je t'aime quoi, je t'aime quoi. Il a fait vraiment une très grande carrière et j'ai bien aimé Daniel qui disait sur un post sur Facebook, Joe Desormeaux à la radio, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, il est mort. Donc c'est vrai. Terrible. C'est terrible ça. Ouais. C'est terrible, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire des hommages à ne pas finir à plein de gens et puis d'oublier nos hommes de notre territoire. Et c'est vrai que Joe avait cette particularité, moi qui l'ai rencontré dans le cadre de mon métier d'avant.
avait cette particularité, c'était un grand indépendant d'esprit. C'est pas simplement un indépendant dans sa mouvance politique, il s'autoproduisait lui-même. Oui. Il faisait ses affaires lui-même, il ne voulait être dépendant de personne. D'ailleurs, la confiance était limitée, la confiance était toujours toute limitée, et en fait, il faisait ses affaires. Dommage, parce qu'on aurait pu peut-être faire parfois plus grand. Pour aller dans ton sens, José. Mais c'est vrai, il était très très... Pour aller dans ton sens, voici le lot qui a été un grand succès. 89, je crois qu'il a même fait une chanson après pour dire combien de royalties qu'il avait touché pour ça. Oui, oui. Et à partir de là, il a décidé de s'autoproduire. Ouais. Oui, oui. Il était très étonné d'ailleurs Oui, oui. Ouais. du succès de... Voici le loup. Je me permets de Oui. donner une précision. La chanson Voici le loup, le loup, c'était l'Europe. C'est l'Europe, oui. C'était le fameux traité de Maastricht dans lequel on voulait inclure la Martinique. Et il a dit à plusieurs reprises que c'est en lisant une petite brochure qu'avait édité le Parti communiste, c'était une petite brochure qui s'appelait 1992, année de tous les dangers. Le gars vous a pas donné les royalties. Pardon? Le gars ne vous a pas reversé les... Non, mais bon, ça suffisait. Je pense que ça suffisait qu'ils disent que son inspiration sur cette affaire, bon, et en réalité, il avait raison. Ah non, mais c'est un patriote, il s'en est jamais caché. Tout à fait. Il a arrivé au pilote, il a travaillé à RLDM, ses chansons le prouvent aussi. J'avais trouvé un coup, c'était un coup remarquable, ce fascicule-là. Vous aviez surfé sur Christophe Colomb. Tout à fait. Non, mais on a 1492, 1992. Pour le moment, on rend hommage à Joe Desormeaux, mais on pourrait vous dire exactement dans quelles conditions cette brochure a été écrite. Ça avait fait peur, hein, Et c'est certain que, en fait, nous étions inspirés des écrits de Paul Vergès, qui était député européen, et d'un député italien communiste. Communiste de la Réunion, Paul Vergès. Et qui s'était penché sur il avait décortiqué le traité et montré en quoi c'était dangereux pour l'octroi de mer, pour toute une série de dispositifs qui ont été corrigés après, avec l'article... En fait, ça s'est quand même plutôt bien passé, l'Europe. Hein. Dans l'ensemble, oui. Ouais. N'oubliez pas que Michel a été sur une liste pour l'Europe. Hein. Mais il voulait être député européen. Hein. Alors, oui. les choses ont changé parce que les rapports de force ont changé et que l'Europe a été obligée de reconnaître les spécificités de l'outre-mer. Mais à ce moment-là, quand Joe Desormeaux a fait ça, c'était une intégration pure et simple. Non, mais il y a un élément que Michel ne dit pas, c'est que la majorité des États, dans les années qui ont suivi, étaient des États sociodémocrates. Donc l'Europe a été plus sociale que capitaliste dans ces années-là. Elle est redevenue libérale à partir des années 2000. Tu vois, voilà. Tu es en train d'illustrer ce que disait le rapport de force. Oui, mais oui, les choses ne sont jamais, jamais figées. Et je me souviens qu'en particulier, nous avions des craintes pour la suppression de l'octroi de mer, et nous avons pu obtenir jusqu'à présent la reconduction dans l'octroi de mer. Alors on a quand même taillé dans... L'Europe nous a enlevé beaucoup de nos capacités quand même. Hein. Bon, parce que la réalité de l'Europe, c'est que c'est le marché unique, c'est-à-dire que tu dois acheter européen. Donc tout ce qui peut gêner la production européenne à la Martinique est banni. Hein? Bon, ça c'est un autre aspect de la question. Bien. Ouais, alors, j'ai 10 milliards d'euros depuis investis directement en Martinique. 10 milliards d'euros. Il ne faut pas oublier ça. Parce que pas n'y a le monde qui bat nous 10 milliards d'euros. Pas changer ça. Pas n'y a le monde. Hein? Alors, j'ai oublié quand même deux chansons. C'est Lapin Moins. Maniant Bel Lapin, Macabaye moi Jean-Baptiste qui ça. Joe Desormeaux, il a fait une chanson qui a mangé. C'est dans la tradition de Saint-Pierre. Oui, c'est le double langage. Oui, tout à fait. Et puis aussi Le Pen. Il avait fait une chanson aussi qu'on a empêché Le Pen d'atterrir chez nous. Non, il avait une vision un peu comme faisait Maurice Alcindor, vous vous souvenez, en tant que chansonnier à l'époque. Il est chansonnier, il regarde vivre la société. Elle a assimilé à 200%. Comment? Rien de oui. Non, il n'en reste pas moins, Michel, il n'en reste pas moins qu'il observait la société au sein de laquelle il évoluait et il traduisait ça en chanson
Après, on retient juste cet aspect artistique des individus, ceux qui sont derrière, sur un mulet, sur un cheval ou sur je ne sais quel autre animal, on oublie ça. Alors, et je rappelle pour terminer que Joe Desormeaux, c'est le frère de Godzom. Godzom qui a été le patron de la Perfecta, qui joue au saxophone, à la clarinette. Et d'Émile aussi. Émile aussi. Émile l'éditeur. L'éditeur. Qui a écrit d'ailleurs toute une série d'ouvrages sur la flore, l'histoire, les traditions de la Martinique. Oui, etc. C'est quelqu'un qui a permis à la culture martiniquaise de faire un bond fantastique. Oui, hein. C'est lui qui a édité le bouquin notamment sur le fugitif, le dernier nègre marron sur lequel on avait fait un article. Beauregard. René Beauregard, entre autres, mais encyclopédie. Oui, la cuisine, tout ce qu'on veut, oui. Le carnaval, les grands mythes portés par le carnaval martiniquais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, bon, on va passer à autre chose quand même. On va parler du gaz. Alors, la Martinique, les stations martiniquaises en ce moment-là où nous parlons, hein, elles sont assaillies. Donc, ça qui pas ni l'essence, ça il en met, parce que là, ce sera compliqué. Fini. Ah oui, là, c'est fini. Et pourquoi? Parce que, vous allez peut-être expliquer, c'est toujours par rapport au gaz, par rapport au prix de l'essence, enfin beaucoup de choses qui se passent avec plusieurs associations en tout cas qui grèvent et qui ont bloqué la SARA. Donc la SARA ne peut pas envoyer les camions d'essence. Mais José, tu dois nous faire un comparatif sur les 3 départements. Non, je ne fais aucun comparatif de rien du tout. Je dis simplement, non, je ne veux pas me mettre en porte-à-faux avec ce genre-là. Michel. J'observe simplement une chose, c'est sur le document de la SARA et sur le coût de la distribution du gaz. Dans les 3 départements. J'observe qu'en Guadeloupe, ça coûterait 12,20 €, qu'en Guyane, ça coûterait 13,80 € et qu'en Martinique, ça coûte 16,02 €. Et c'est ces mêmes gens qui bloquent la SARA pour dire que le gaz est trop cher. Tu parles de quoi là? La distribution. Je parle de la distribution. La distribution, d'accord. Étant entendu que la matière première, c'est le même prix dans tous les départements français. Le même prix. Martinique, Guadeloupe, Guyane, la matière première c'est-à-dire le gaz. Et le gaz. La rémunération de la SARA, c'est la même. Donc, comment on arrive à 30 € alors? Parce que le transport coûte plus cher en Martinique qu'ailleurs. Je ne sais pas, parce que Michel est beaucoup plus expert que nous et il va nous expliquer ça tout à l'heure. Je veux simplement faire cette remarque, mais issue de ma propre observation. Dans les 3 territoires que je viens de vous citer, la Martinique est le plus petit territoire. C'est le territoire qui a la plus grande concentration de la conurbation et c'est là où le transport coûte le plus cher. Cherchez l'erreur. C'est peut-être parce qu'il faut... On prend plus de temps pour sortir de la SARA à Guadeloupe, du stock de la Guadeloupe à la Basse-Terre, que pour sortir du Lamentin pour aller à Rivière. Mais c'est peut-être parce qu'il faut... J'ai vu du karaté toute la matinée. Ah d'accord. Et donc, peut-être que c'est parce que la Martinique... C'est juste ça, mais il y a certainement des explications. Oui. Il y a certainement des explications. Et toutes les explications, de mon point de vue, ne justifient pas qu'on prenne la Martinique en otage, qu'on prenne les Martiniquais en otage pour pouvoir voir ce que nous voyons dans les stations-service aujourd'hui. Il y a un problème du prix du gaz. Est-ce que le gaz est trop cher pour les ménages, et surtout les ménages de faibles revenus? La réponse est oui, tout le monde est d'accord avec ça. Est-ce qu'il faut trouver un meilleur coût pour le gaz? La réponse est oui aussi. Est-ce qu'il faut que 4 transporteurs prennent en otage la Martinique parce qu'ils ont, en accusant la SARA? Je pense que non. Mais alors, Serge Letchimy a demandé au Premier ministre de faire un prix gaz pour la Martinique, comme il y a un prix gaz, je crois, ou un prix EDF pour l'Europe. Mais il prend le prix du gaz quoi? Alors, il demande à la SARA, il demande il a fait une réunion avec le distributeur. préfet. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on en saura plus, peut-être que Charles peut nous Charles, quelle deux mots là-dessus. est la communication de la région? Non. Vous m'embêtez, monsieur. Communication UCTM. Non, c'est pas moi. Non, il y a un truc. Alors José n'ose peut-être pas aller plus loin, mais je pense que c'est nécessaire. Il y a des gens qui disent c'est à cause de la fiscalité.
La CTM qui prend trop l'argent. Bon, on va leur donner sur une bouteille de gaz. Hein. Sur une bouteille de gaz C'est pas vrai. qui est environ 30 euros, la CTM prend 1,16 €. Okay. On peut pas dire que ce soit les plus voraces. On est d'accord? Bon. La Sarah prend 3,42 €. On peut pas dire non plus que c'est les plus voraces. La bouteille est remplie avec du pétrole qui a été transformé en gaz. Donc c'est ce qu'on appelle la matière première. Ça coûte 8,77 €. D'accord? Donc, quand tu fais le total de 1 plus 3 plus 8, théoriquement, tu arrives à 12 à peu près. On va arrondir à 14. Donc, pour monter à 30, il faut 16. Eh ben 16, c'est les distributeurs. Donc, dans les distributeurs, il y a le grossiste, il y a le transporteur et le détaillant. C'est-à-dire le mec qui met dans les bouteilles, le mec qui transporte les bouteilles dans la station-service et la station-service qui vend. On est d'accord? D'accord. Bon. Donc, Letchimy a dit un truc très important. Il a dit, je suis prêt à ce qu'on s'asseye et qu'on revoie les marges. C'est la porte ouverte à la négociation. C'est Bougadiano. Quand je dis c'est Bougad, les transporteurs. Ah non. On ne touche pas les marges. Donc en fait, tout le monde doit faire des efforts, c'est-à-dire la Sarah doit faire des efforts, le mec qui produit le pétrole là, dans son champ, pétrole doit faire des efforts, et puis la CTM doit faire des efforts. Donc seul monde qui n'a pas fait effort, c'est grossiste là, transporteur et puis station-service là. Et pour quelle raison? J'ai pas compris. Station-service là, parce que station en caverne, c'est ça. On met les trois Oui. dans la distribution. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Donc en fait, tu as un truc qui est extraordinaire, mais à mon avis, on est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, je l'ai déjà dit ici. Tout est possible. C'est-à-dire que tu as des types qui font partie du non-non, qui bloquent l'un des producteurs pour dire baissez le prix, parce que c'est pas moi qui ai baissé. Ça, moi. C'est pas moi, bah, baisser le prix, mais baisser le prix. De toute façon, on m'a bloqué. Mais là où le message est complètement irrationnel, j'espère qu'ils ont quelqu'un qui fait la communication pour eux. Non. J'espère. Là où c'est irrationnel, c'est que dans le but d'aider les petites gens, ok, tu bloques le gaz que les petites gens Ont besoin. Ok, on a bien compris qu'il n'y a pas de transport en commun en Martinique qui soit particulièrement flamboyant. Ok, donc les gens, se sont déjà endettés pour acheter une voiture parce qu'ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de boulot. Surtout s'ils habitent le Carbet ou bien le Lorrain et qui travaillent au Lamentin. On est bien d'accord. Ces gens-là, ils n'ont ni gaz ni essence là où on est là maintenant. Ok, donc Robin des Bois, parce que c'est ça, hein, m'a piger les riches pour les autres machins. Donc Robin des Bois fout dans la merde le peuple. C'est ça, on résume. C'est ça la réalité. Tu as oublié une chose. Oui. Du haut de son camion, il a une plaque électrique chez lui. Pas mise de gaz. Bon. Parole à la défense. Bon. Non, alors. Non, mais c'est encore plus que nous. Hein. Alors, je suis d'accord avec eux à 90%. Avec quel E? Je parle de José d'accord. et de Eddie. Ah bon, on a eu peur. D'accord, oui. Quand ils disent, On a eu peur. quand ils disent que c'est ceux qui sont dans la chaîne de distribution et qui par conséquent expliquent un petit peu le niveau du prix du gaz en Martinique. 50%. Hein. Bon, et qui... Un petit peu, j'aime bien un petit peu. 50% du prix. 50% du prix. Non, je les chiffre là. Ouais. Je vais quand même... C'est pourquoi j'avais rectifié quand même quelques données. Bon, quand je pense que c'est eux, et ils disent, ce que j'entends sur une radio, ah non, c'est pas le prix, c'est pas... L'augmentation du prix, c'est pas les cours internationaux, hein, c'est pas... Bon. C'est la Sarah qui se fout du fric dans le... Alors, c'est là où je suis un peu en désaccord avec eux. La question qui est posée aujourd'hui, c'est l'augmentation du prix du gaz. Et l'augmentation du prix du gaz, depuis 2 ans, ce n'est pas l'écart que vous avez signalé, qui existait depuis 15 ans. Pardon Michel, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est le prix que paye le consommateur. Eh bien, bien ce que je dis. Non, parce que quand tu dis le prix du gaz, on peut penser que c'est la matière première qui a augmenté. Le prix, pas ça. C'est le prix de la bouteille de gaz. Voilà. Bon, Michel, la ok. question qui est posée,
c'est que le prix de la bouteille de gaz a augmenté très fortement en quelques mois. Et que le consommateur a le sentiment qu'une bouteille de gaz qui était de l'ordre de 22 € il y a un an est passée à 30,56 €. C'est ça. Et 22, c'était déjà haut par rapport à la Guadeloupe. Non. Non. Laissez tomber la Guadeloupe. Attention, il y a des Guadeloupéens. Laissez tomber. Laissez tomber. D'accord. Il y a un écart depuis 15 ans qui ne gênait personne de 4 € avec la Guadeloupe. OK? Et pas tes mêmes savent ça. Bon. Et je dis que c'est une diversion que de focaliser le problème sur ça. Le problème qui est posé aussi bien à la Martinique qu'à la Guadeloupe, qu'à la Guyane, qu'à la Réunion, qu'à la France, et que dans le monde entier, c'est l'augmentation du coût de l'énergie. Bon. Et cette augmentation du coût de l'énergie, on l'a déjà dit, mais je vais le rappeler rapidement, c'est le fait qu'il y a une reprise économique aux États-Unis, en Chine et dans certains pays, que la demande s'élève, que les pays de l'OPEP ferment le robinet, donc la production diminue. Et puis, il y a en plus un problème spécifique, alors ça c'est qui ne concerne pas directement, c'est le problème, le litige qu'il y a entre la Russie et l'Europe sur le gaz naturel. Bon, le gaz naturel ne nous concerne pas. Michel, si tu permets, la matière première coûte 8,77 € pour les 3 départements, c'est le même montant. Ouais. 3,42 la Sarah pour les 3 départements. Je te parle de l'augmentation. Oui, tu fais un focus sur une situation actuelle. Moi, je te dis que la matière première, alors je l'ai là. Oui. Bon, je l'ai là. Au 1er janvier de 2021, pour remonter plus loin, elle était de 5,06 €. Elle est passée à 9,81 €. Donc il y a une augmentation, tu as eu une augmentation de 4,75 €. Donc, Ça représente quasiment 45 €, ça. Oui, exactement. Bon, en conséquence, et l'augmentation du prix de vente est de 5,28 €. Bon, par conséquent, le problème qui est posé aux consommateurs martiniquais, guadeloupéens, guyanais, c'est l'augmentation du prix de la bouteille qui est liée à l'augmentation du prix de la matière première. Et je m'inscris en faux sur les affirmations des transporteurs quand ils disent que l'augmentation, c'est la ça. Il y a un élément qu'il faut rajouter. Il y a un élément qu'il faut rajouter. Et là, les transporteurs auront du mal à nous expliquer ça. C'est que tout le monde devrait baisser. On est bien d'accord, c'est ce qu'ils demandent. Enfin, en particulier là, ça. Et pourquoi eux, ils ne baisseraient pas? C'est la question qu'on leur pose. Si autres Robin des Bois, autres les belles à bouger, mais comme vous êtes dedans, première question qu'on a posée les autres, c'est est-ce que vous êtes capable d'accepter que nous baissions bagaille là? Peut-être que non. Mais la question, ce soir, nous profitons pour la leur poser. Bon. Moi, j'aimerais poser une question à la Sarah, qui est la suivante. Où ça qu'ils prennent leur pétrole? Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Michel vient de dire, le truc a augmenté en janvier, il était à 5, le truc est passé à 9, etc. Ils prennent leur pétrole où? Parce que nous, on a été chercher. Leur pétrole pour faire du gaz. Non, c'est à partir du pétrole. Donc, côté, il y aura bon pétrole là pour faire gaz là. Ou bien, comment il y aura fait gaz là pour que gaz là arrive à... Bon, attends. José et moi, on a été chercher. La Réunion, vous savez combien c'est une bouteille? Une bouteille de gaz à la Réunion, la même bouteille. Moins de 20 €, je crois. 19,46. La bouteille de 12 kilos. Oui, 12 kilos. 19,46 €. Donc, il faut que la Sarah nous explique une chose. Et c'est là que les transporteurs se fourvoient. Il n'y a ni des mots qui ont conseillé ces messieurs. Je me demande, mais qui côté ces messieurs sortis? Ces types sont légitimes à ce moment-là de dire à la Sarah, attendez, on ne comprend pas, monsieur. Il n'y a pas de raffinerie à La Réunion. On est bien d'accord. Côté, il y a prend gaz là, il y a vendre les Réunion à 19,46 € et ici à 30 €. Expliquez-nous ça. Pétrole autres là qui a sorti de la mer du Nord. Ok? On est bien d'accord. Il est arrivé Martinique. Grosso modo, on va dire, allez, il y a 8000 km. Entre la France et la Réunion, il y a 11 000 km. Donc si nous mettons la mer du Nord, peut-être que c'est 13 000 km, je ne sais pas, 12 000 km. 12 000 km plus tard, tu as une bouteille qui coûte moins cher. En fait, 40 ou 50% moins cher. Explique-moi ton problème. Donc voilà la question que nous posons. Nous posons deux questions. Une question à la Sarah, côté de Cap Pétrole là, pour écouter si cher. Et puis comment il y a qu'à expliquer que à La Réunion, la bouteille de 12 kg est à 19,46 €. Là, en octobre,
et que nous, elle est à 30. Parce que les mecs, tu sais ce qu'on va faire? On va aller acheter, on va aller acheter notre gaz à La Réunion. Et pourquoi les transporteurs, enfin les trois là, ne veulent pas revoir le prix? C'est la troisième question. Alors, oui. Pourquoi eux ne participeraient pas à l'effort? Voilà. Bon, alors, à l'occasion de cette crise, que l'on fasse un coup de scanner sur la structure du prix de gaz et qu'on demande à chacun des intervenants de justifier son prix. Moi, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Tu as entendu qu'il y a des types qui ne veulent pas qu'on discute de leur marge, hein, qui disent régler bonne table, ne pas qu'à baisser. Bon. Que l'on demande un effort à chacun et à l'État. Bon, parce que si on me dit vous baissez de 30,56 € à 20 €, je vous demande mais pourquoi 20 €, pourquoi pas 15, pourquoi pas 25? Avez-vous des éléments d'analyse? Bon. Mais la solution, malgré tout, elle est déjà en partie Elle est dans l'air. Elle est dans l'air. C'est bloquer le prix. Ouais. La question, à quel niveau? On revient à ce que dit Eddy, on va demander à certains un effort. À quel niveau va-t-on le bloquer? À 30, à 25, et à quelques mois, il disait 25. Bon, 25 €, etc. Bon. Et puis on va demander, si on baisse de 5 €, par exemple, de répartir. Par exemple. Est-ce que la France peut nous donner un chèque gaz? Ben voilà. Chèque énergie. Parce que à partir du moment où tu baisses le prix de la matière première, celui qui l'achète a un manque à gagner. Un déficit. Bon. D'ailleurs, il y a quelque chose. Je prends l'exemple qui est à l'extrême. C'est l'exemple de la Chine. La Chine a un système qui ressemble au nôtre. C'est l'État qui fixe le prix de l'électricité. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont dans le noir. Hein? Ils sont dans le noir en ce moment. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, effectivement, comme tu dis, les producteurs d'électricité ont cessé d'acheter de la matière première parce qu'ils estimaient qu'ils perdaient de l'argent. Bon, et il a fallu que l'État chinois leur donne l'ordre d'acheter de la matière première à perte, mais en leur promettant une compensation. Et quand l'État chinois dit, il faut faire. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je suis en train de justifier le fait qu'il faut orienter la revendication. Parce que si on veut résoudre un problème, il faut savoir qui détient la solution. Il faut orienter la revendication vers l'État. C'est l'État qui doit fixer le prix. C'est l'État qui, éventuellement, s'il y a une baisse, doit prendre tout ou partie de la baisse. Parce qu'il faudra d'une manière ou d'une autre subventionner. Et puis, deuxième volet, il faut soutenir les foyers modestes. Exact. Le foyer modeste, c'est quoi? C'est le chèque énergie, nous en avons déjà parlé. Le chèque énergie, bon, nous avons appris, entre-temps, que les 100 € qui avaient été dans un premier temps accordés aux Français pour le chauffage vont s'appliquer en Outre-mer en décembre. Ouais. Bon. Il s'applique à 55 000 contribuables martiniquais, puisque c'est la Direction générale des finances publiques qui, sur la base des déclarations fiscales, détermine les citoyens qui ont un faible revenu en dessous de 10 800 € par an, c'est-à-dire 900 € par mois. Il y a 55 000 Martiniquais percevant moins de 900 € par mois qui perçoivent un chèque qui était en moyenne de 150 €. Ils vont toucher, si Castex respecte son engagement, ils vont toucher 100 € de plus. C'est un début. Ils vont pouvoir acheter 3 bouteilles de gaz. Alors c'est insuffisant. 250 ? Ouais. Ils vont passer à 250 ? Ils vont passer à 250 par an. Ah, oui, bien sûr. Par an. Bon, c'est un chèque énergie. Bon. Alors, là où il y a aussi une marge de discussion, et là où il faut avoir une discussion, c'est d'une part que ce n'est pas seulement 55 000, mais un peu plus. Il faut élargir. On va prendre les gens qui touchent moins de 12 000 €, moins de 13 000 € par an. Bon.
Et puis, donner un chèque plus important. Bon, ne serait-ce que pendant la période où le prix... Bon, on dit que le mois d'avril-mai... Ça va baisser. Ça va baisser. Bon. Mais okay. c'est quelque chose qui est appelé à se renouveler, parce que les pays exportateurs de pétrole savent que c'est presque la fin de leur Tout à fait. Et ils n'ont aucune bonne intention d'ouvrir les robinets, parce qu'ils veulent absolument emmagasiner le plus de capitaux possible pour pouvoir prévoir une transition ou une réorientation de leur économie. Là, on est parti pour 1 ou 2 décennies de ce genre de tension-là, dès lors qu'il y aura une augmentation de la croissance. C'est de la spéculation. C'est tellement vrai ce que dit Charles Jamas, c'est que la question est remontée au niveau de l'État français et elle est remontée au niveau de l'Europe. Donc quand j'entends dire sur une radio que le problème du prix de la matière première, c'est un truc qui a été inventé par la SARA, alors qu'à l'heure actuelle, non mais enfin quand même, on marche sur la tête là. Oui, mais je te dis que c'est un hôpital. Bon, alors, parce qu'on arrive peut-être à la fin du pétrole, il y a des bus maintenant qui fonctionnent à l'hydrogène. Tout à fait. Il y a des voitures, des motos, tout ça. Est-ce qu'on peut expliquer un peu à nos amis téléspectateurs, puisque je ne sais pas si ça fonctionne déjà ici en Martinique. Alors la SARA a monté justement, parce qu'on reprochait à la SARA de fonctionner uniquement sur le pétrole, de ne pas... Elle a lancé une unité. Tu es un bon communicant pour la SARA. Ce soir, je vois qu'il défend bien la SARA. Là. Oui, il les défend bien. Alors je vais m'expliquer. Ne te fâche pas. Non, pas du tout. Non, je ne me fâche pas. C'est une provocation. Non, je ne me fâche pas parce que je vais te dire pourquoi. Oui. La SARA, l'installation de la SARA, c'est le résultat d'une revendication du Parti communiste martiniquais. Eh ben voilà. C'est tout. Ok. Dans les années 1960, quand le Parti communiste martiniquais, je me permets de te demander 2 minutes pour dire ça. Quand le Parti communiste martiniquais a pris position pour l'autonomie, il a fait un programme qui incluait l'industrialisation de la Martinique. Et notamment la création d'une raffinerie. Et finalement, qui est-ce qui a écouté le Parti communiste martiniquais? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, contre l'avis du ministre du pétrole, Guillaume de l'époque, qui disait qu'une raffinerie aux Antilles, ce n'était pas rentable, contre les canons capitalistes de l'époque, Charles de Gaulle a dit, c'est une question de souveraineté et d'indépendance énergétique, j'installe une raffinerie à la Martinique. Et de rayonnement géopolitique aussi. Bien sûr. Bon, par conséquent, la SARA, c'est 400 emplois directs et 300 emplois indirects. Quels sont les patrons Et ce de sont la des... SARA? Il faut quand même rajouter un truc, parce que Michel parle de stratégie, mais j'aimerais quand même illustrer, parce que Charles vient d'en parler. Charles de Gaulle, il a testé des bombes atomiques dans le Pacifique, ok? Et les avions qui transportaient les bombes atomiques, ils faisaient escale à Pointe-à-Pitre, ok? Et c'est là qu'ils se ravitaillaient en carburant. Imaginez que, ou qu'à dépendre d'un monde pour carburant, tu es obligé de dire non, qui ça ou n'y a d'avion. Tandis que quand tu es indépendant, stratégiquement, tu fais ce que tu veux, tu t'installes où tu veux. Donc, et cet élément stratégique a toujours prévalu. Attends, j'ai entendu quand même hier, sur une des chaînes d'information locales, un syndicaliste qui disait que la SARA s'est modernisée et qu'ils veulent faire payer aux Martiniquais leur modernisation sur le prix du gaz. Bon. Et à un moment donné, il faut arrêter de faire diversion. Non, il faut annoncer une mauvaise nouvelle. On va annoncer une mauvaise nouvelle aux transporteurs de gaz. Ok? Parce qu'on est bien d'accord que le gaz, c'est bientôt fini. Hein? Moi, j'ai vu la courbe d'utilisation du gaz en Martinique. Ça plonge comme ça. Quand les énergies nouvelles grosso modo, vont représenter 30 ou 40%, les mecs, ils vont se brancher sur l'électricité, hein, puisqu'ils auront de l'électricité quasiment gratuite. Ok? Donc, pas qu'il y ait gaz encore. Donc, déjà, moi, je vais un petit conseil, les frères, commencez à penser à votre reconversion. Mais beaucoup de gens achètent des cuisinières avec des plaques. Absolument. Mais oui. Alors, l'histoire de l'hydrogène, c'est déjà... il y a une pile à hydrogène. Est-ce que c'est une affaire qui va continuer ou bien c'est... C'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est mieux que l'électricité. Comment ça fonctionne? C'est quoi? En plus, c'est moins polluant en matière de CO2. Oui. Bon, Charles va nous expliquer ça. Non, je voulais terminer quand même. On va t'expliquer. Je voulais terminer mon explication. Parce qu'il y a des gens qui... Je ne défends pas la SARA, parce qu'à l'époque, la SARA était une entreprise nationalisée.
OK? Bon, par la suite, les gouvernements de droite, etc., ont fait que la SARA, le capital de la SARA est détenu par des entreprises privées. Mais au départ, c'était des entreprises nationalisées. Mais il me semble que ce sont des Antillais en plus qui étaient là au départ pour créer ça. Bien sûr, bien sûr. Et il y a un directeur financier, un fondé de pouvoir, qui a été longtemps à la SARA, qui est un Martiniquais, qui est toujours vivant, qui s'appelle Criquet. Criquet, ouais. Monsieur Criquet. Qui s'appelle Criquet. Ouais. Et le directeur financier, je peux le citer, de la SARA, était un Martiniquais qui est entré au dernier degré de comptable de la SARA. Il est allé au Gabon à Total, il s'est formé, il est revenu à Martinique directeur financier. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une politique. Le directeur général adjoint pour l'instant, c'est Jean-François Rochefort, qui est un ingénieur martiniquais, c'est lui qui pilote l'usine. Hein. Et nous avions un camarade communiste qui était secrétaire du syndicat CGTM de la SARA. Les camarades du syndicat se sont battus pour l'antillanisation des cadres et la guadeloupéanisation aussi des cadres, pour que ce ne soit pas seulement des Martiniquais. Donc la SARA est une entreprise qui embauche et avec des gens qualifiés. Bien. Des rares entreprises. Bon, alors c'est fini, parlons un petit peu de l'hydrogène avant qu'on s'arrête. Bon, l'hydrogène, c'est pas très compliqué. Tu prends de l'eau, voilà, tout simplement. H2O. Non pas besoin de pétrole, non pas besoin sophistiqué. Tu prends de l'eau, avec de l'énergie, tu casses les molécules. Donc tu prends, il y a de l'oxygène d'un côté, c'est H2O, on est d'accord? Bon, et tu as de l'hydrogène. Et l'hydrogène a la particularité de produire de l'énergie. Cette énergie, on casse avec de l'électricité. Donc c'est ça qui est un peu bizarre sur l'hydrogène. Oui, tout à fait. Et donc il faut beaucoup d'électricité pour casser. Donc le chien se mord la queue, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut beaucoup d'électricité. Donc au bout d'un moment, il va falloir... Aujourd'hui, il faut utiliser des hydrocarbures pour fabriquer de l'hydrogène. Oui. Comme on aura des énergies renouvelables plus importantes, et ce qui est intéressant, c'est que l'hydrogène est quand même hautement explosif, hein, donc il faut faire très attention. Vous vous rappelez qu'il y a des dirigeables qui ont explosé à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois liquéfiable, donc ça peut être dans des stations-service, comme on fait, avec un peu plus de prudence quand même, parce qu'il peut péter, un peu comme l'essence. Et ça, c'est inépuisable. Absolument. Parce que en Martinique, il y a 2 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sur l'île chaque année. Cette eau, lorsqu'on aura les moyens... Cette eau est perdue à 60%. Cette eau est perdue à pratiquement 80%, même quand on la met dans les tuyaux. Oui. Et l'eau pluviale, par exemple, on pourra récupérer cette eau pluviale. Tu imagines la richesse D'ailleurs, il y a une aide de la CTF pour la récupération des eaux pluviales, et qui est d'ailleurs en cours. Donc à terme on n'aura plus besoin de transporteurs de gaz, mais peut-être qu'ils vont changer de métier, ils vont être producteurs d'hydrogène. Très bien. Et à terme, l'autonomie aura un sens beaucoup plus économique. Ce sera possible. Non mais ce sont des... Il est bon qu'à l'occasion de cette crise, qu'on se pose de véritables questions. Bon, la véritable problème, c'est à mon avis, mais là je vais plus loin, c'est la nationalisation de la SARA. Merci à tous les quatre. Non, mais les actionnaires vont apprécier. Non, mais il nous faut voir. Cette entreprise est anti-guyanaise. Et il faut avoir une vision d'un développement anti-guyanais et de la maîtrise de l'énergie dans nos pays. Il faut un pôle énergétique public. Ouais. Bien. Public. Merci beaucoup. Il y a plein de sujets où on n'a pas touché. Non, mais c'est fini là, c'est ça? Je pense qu'on a suffisamment de problèmes comme ça, non? Oui. Non, mais voilà, je ne m'attendais pas à ce que tu arrêtes comme ça. Mais non, mais allons dire la vérité aux gens. C'est des gens bien, les chauffeurs, les transporteurs, ce sont des gens bien qui font un super boulot, mais il faut quand même qu'on dise la vérité aux gens.
Les gens ne peuvent pas ignorer la vérité. Et puis, tu disais tout à l'heure, il y a 55 000 personnes qui vont toucher le chèque énergie. Et tous ceux qui ne font pas de déclaration d'impôt, ils vont toucher quoi? Ah, j'ai pas voulu. Tu n'as pas voulu le dire, mais il faut le dire. Il faut le dire. Il y a 136 000 foyers. Qui ne font pas de déclaration? Non, au total. Oui. Michel dit 55 000 foyers qui, eux, font des déclarations. Les autres, là, comment il y aura fait pour acheter gaz? Alors, le problème, c'est que là aussi, c'est un débat politique. On a dit, l'État français a dit, à un moment donné, ceux qui touchent moins, qui déclarent. Qui déclarent. Déclarent. C'est fini. Merci. Ceux qui déclarent moins de 10 800 euros, bon, faudra quand même. Le problème posé par Eddy, c'est un problème éminemment démocratique parce que la fiscalité, c'est la démocratie. Oui, mais sauf qu'il y a une économie souterraine dont on ne parle pas. Mais bon, on parle pas de ça. L'économie souterraine, c'est à peu près 8%. Bon. Alors, merci beaucoup. Merci Michel. Oui. Fais attention quand même pour les cours de karaté, parce que quand même. Oui, j'ai fait beaucoup de karaté aujourd'hui. Oui. Les crampes. Et c'est pour ça que j'avais des crampes. Merci beaucoup Michel, merci José. Merci. Charles, merci beaucoup monsieur le conseiller, merci bien. Beaucoup. Merci pour les taquineries. Eddy, merci beaucoup. Les chauffeurs m'ont déjà appelé. Ah oui, oui, ok. tu vas souffrir, hein? Non, Tu vas souffrir. Tu vas souffrir, hein? Non, ils vont changer de communicant. Merci à Grégory, merci aussi à Manuela pour la préparation et puis à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une soirée, et puis bon week-end et puis à bientôt, à la semaine prochaine si Dieu veut. Bye bye. Au revoir.